Aline Renard-Wang, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la directrice de Vatel. Tout à fait, bonjour, enchantée. Et nous avons en face de vous Axel Barou, vous êtes le directeur Afrique subsaharienne chez Business France. Avant qu'on aille un peu plus loin sur les sujets à la fois de formation mais aussi d'entrepreneuriat, ce matin il y a eu la scène Inspire où on a vu des prestations justement inspirantes. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, moi j'ai trouvé ça très, très inspirant. Effectivement, j'ai eu l'occasion déjà d'aller à l'événement Big en France, organisé également par BPI France. Et c'est vrai que répliquer cet événement en Afrique dans un contexte ivoirien, africain, très dynamique, très entreprenant, je pense que c'est réellement une très bonne opportunité, un très bon moment pour reconnecter l'Afrique et la France. Pour Business France aussi, c'était un moment important. C'était très enthousiasmant. Je crois qu'on a envie de le refaire partout, surtout. Il y a un dynamisme, une énergie qui s'est dégagée de la scène ce matin et qui se dégage de tous les rendez-vous, le networking, les B2B de l'après-midi, qui sont vraiment, pour le coup, très très inspirants et très connectants. Alors justement, on va rester avec vous pour nous expliquer un peu plus ce que fait Business France. Comment est-ce qu'il accompagne les entreprises africaines ? Voilà. Alors Business France, c'est l'agence publique pour le développement international des entreprises. On a plusieurs métiers. Un qui est de projeter les entreprises sur les marchés étrangers, leur faire rencontrer les bons partenaires, les distributeurs, les partenaires techniques, financiers, innovants, afin qu'elles fassent du business et qu'elles créent de la valeur, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde. Et puis on a d'autres métiers, on porte le VIE, le volontariat international en entreprise, on accueille aussi, on identifie, on accompagne les investisseurs étrangers en France. Et juste un mot sur l'Afrique, puisqu'on a fait avec la feuille de route Team France Export, on est partenaire avec BPI, on a fait dès l'origine de la création de la Team France Export en 2017 de l'Afrique une des 3 priorités absolues de l'agence. Il y a la Chine parce que c'est notre premier déficit commercial, l'Allemagne parce que c'est notre premier partenaire, mais l'Afrique parce que on dit beaucoup que c'est le continent de demain. On pense tous, et tous les bureaux et toutes les équipes, que c'est le continent surtout d'aujourd'hui. Et on en a fait une priorité absolue pour le développement de l'Afrique. Pour un groupe comme Vatel, justement, est-ce que de pouvoir se sentir soutenu, se sentir accompagné, d'avoir justement ces perspectives-là, c'est important ? Oui, Vatel, nous sommes une école d'enseignement supérieur spécialisée dans la formation au management hôtelier. Et c'est vrai que dans nos actions de développement à l'international, nous nous appuyons régulièrement tant sur les ambassades de France à l'étranger, les actions de BPI France et également le support de Business France dans tous les pays où Business France est implanté et le réseau est très important. Donc c'est un appui tout à fait efficace et très pertinent pour nous. Alors vous faites de la formation, on sait à quel point la formation peut parfois être un défi sur le continent et selon les pays. Quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer, les difficultés que vous avez pu rencontrer par exemple ? Vatel, nous proposons une formation professionnalisante, donc au management hôtelier, formation supérieure de niveau Bac+3, Bac+5. Nous avons déjà une douzaine d'écoles en Afrique. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir former des jeunes dans leur pays d'origine avec une formation donc professionnalisante qui va répondre aux problèmes aussi d'employabilité du secteur hôtelier et touristique dans les pays où nous sommes présents. Et au vu de la jeunesse en Afrique et puis du développement du tourisme et de l'hôtellerie, nous pensons que c'est vraiment le bon moment d'accélérer notre développement dans plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire fait partie. Axel Barou, un événement comme celui-ci, c'est un événement au final que les entrepreneurs, qu'ils soient français, européens, africains, ne peuvent pas rater. Et Business France est là justement. Est-ce que vous avez réussi à connecter aujourd'hui, puisque c'était aussi l'un des buts ? Oui, alors Business France est là. Moi, je suis basé à Johannesburg. Ce que j'espère, c'est qu'on pourra faire des événements comme celui-ci partout, là où on a des bureaux Business France en Afrique. On a 8 pays à bureau Business France sur l'Afrique subsaharienne, plus en Afrique du Nord et en Égypte. Donc voilà, il y a un nouveau concept qui se délocalise et qui va à la rencontre des entrepreneurs africains. C'est évidemment très très porteur. On fait aussi des événements en France. On aura d'ailleurs cette année Ambition Africa, qu'on n'avait pas fait l'an dernier pour cause de Covid, mais qu'on a fait en 2018 et 2019, qui est vraiment un événement B2B pour le coup de référence. En 2019, on avait 1600 délégués venus de
39 pays africains plus la France. Les gens peuvent se connecter évidemment entre entreprises françaises et entreprises africaines, mais aussi entre entrepreneurs africains. Voilà. Et donc moi je donne rendez-vous à B2B, à nos entrepreneurs ici pour qu'ils soient aussi sur Ambition Africa. Et puis avec BPI, on a un long partenariat avec BPI. On va travailler pour refaire des événements comme celui-là partout en Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été présents sur ce plateau. Merci de votre invitation. On vous souhaite une belle suite. La journée continue. Il y a encore de quoi connecter et être inspiré. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Eh bien, nous voilà de retour sur le plateau pour le direct avec Stanislas Zézé. Bonjour Stanislas. Bonjour. Nous sommes très heureux de t'avoir. Tu es le PDG de Bloomfield Investment Corporation. Tu as une vision très très précise sur l'intérêt et la pertinence de développer des agences de notation. Alors, peux-tu nous expliquer comment il est absolument indispensable aujourd'hui d'améliorer la lecture du risque africain avec des agences de notation sur le continent ? Parce qu'en réalité, la perception du risque faite par les agences internationales est un peu biaisée. Biaisée parce que le message qu'elles passent est un message différent. Elles évaluent la capacité des pays africains à faire face à leurs obligations financières en devises étrangères, ce qui n'est pas nécessairement lié à la performance de leur économie. C'est lié au niveau de réserve de devises. Donc c'est quelque chose de complètement différent. Nous disons, notre notation monnaie locale va établir la qualité intrinsèque de la performance de l'économie et de la capacité des pays africains à faire face à leurs obligations financières dans leur propre monnaie. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Pouvoir rembourser dans sa monnaie locale et pouvoir rembourser en devises étrangères sont deux choses différentes. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'investisseur international comprenne que la note donnée par une agence internationale ne correspond pas nécessairement à la performance de l'économie, mais plutôt à la capacité de rembourser en devises étrangères. Et est-ce que les bailleurs de fonds, les investisseurs, les banquiers, les prêteurs prennent en compte l'agence de notation ou les agences de notation régionales ou sur le continent? Est-ce qu'ils intègrent ces notations-là? Absolument. Vous pouvez regarder par exemple la Côte d'Ivoire que nous avons notée en risque faible. Le marché, les agences internationales l'ont noté comme risque élevé. Elle allait sur le marché, vous avez vu le taux de souscription. Ça montre bien qu'aujourd'hui, les investisseurs veulent rentrer plus dans les détails. Ils veulent avoir la vraie histoire. Pas juste l'histoire que Standard & Poor's le dira, mais la vraie histoire. Et qui mieux que les agences qui sont sur place, qui maîtrisent l'environnement socio-politique et économique, pour donner la vraie histoire. Nous évaluons sur les mêmes standards. Ce ne sont pas des standards améliorés ou changés, non. Ce sont exactement les mêmes standards, sauf que nous savons prendre en considération les paramètres qualitatifs qui ont un impact financier et économique. Important de savoir décrypter les réalités du risque sur le continent et en particulier en Côte d'Ivoire. On a peu de temps, mais je ne résiste pas à l'idée de poser une question qui nous paraît extrêmement importante. On parle de dette tous les jours. On vient de faire un sommet le 18 mai à Paris sur le traitement de la dette et des engagements financiers du continent. Quelle est la problématique de la dette africaine aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Je crois que la problématique de la dette africaine, c'est avec qui ils s'endettent. Parce qu'évidemment, quand vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, 64% du stock de la dette est en devises étrangères. Donc évidemment, ça met beaucoup de pression sur ce pays en termes de remboursement. Vous regardez des pays comme le Japon qui ont une dette colossale, mais vis-à-vis des Japonais. Donc évidemment, la pression elle est moins importante. Aujourd'hui, ce que nous disons au pays, c'est qu'il faut commencer à vous désendetter en devises étrangères, vous endetter en devises locales. Mais en sachant que la dette ne devrait pas remplacer les ressources propres. Il faut mettre un accent significatif sur élargir l'assiette fiscale. Nos pays sont à 80-90% informels. Les économies sont à 90% informelles. Depuis 60 ans, on en parle. Il est important aujourd'hui de mettre en place des réformes nécessaires, permettre de formaliser les économies de sorte à élargir de façon significative les assiettes fiscales des pays africains pour qu'ils engrangent plus de richesses, plus de cash et emprunter moins. Alors merci beaucoup Stanislas. Merci. Je crois que tu as une actualité importante. Demain, un grand événement qui est organisé ici à Abidjan. L'opportunité peut-être d'en dire un mot? Absolument. Chaque année, nous organisons, c'est la 5e édition, la conférence débat risque pays Côte d'Ivoire. Et nous allons l'exporter dans différents pays, mais l'objectif est de sortir un rapport de risque pays, établir la cartographie des risques de la Côte d'Ivoire et en discuter
avec le secteur public et le secteur privé. D'ailleurs, je vous y invite. Merci Excellent. et je serai présent demain à tes côtés pour ce très bel événement qui est devenu une référence dans la région. Apprendre à lire les risques du continent, intégrer ces réalités, comprendre ce que signifie cet enjeu de la dette africaine. Voilà les sujets que nous avons traités avec Stanislas Zézé, PDG de Bloomfeld Investment Corporation. On retrouvera évidemment sur votre site l'ensemble des informations et des notations accessibles à tous. Merci Stanislas. Merci Bon après-midi. Merci. Bonjour Paul-François Fournier. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif en charge de l'innovation chez BPI France et vous êtes accompagné sur ce plateau de Mathias Leopoldi. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Joulaya. Merci de nous avoir rejoints à ce stade de la journée. Qu'est-ce qui vous a plu déjà ? C'est l'énergie d'abord incroyable qui est ici. C'est la joie, on en parlait avec Mathias, je crois que c'est un des premiers événements un peu significatifs en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Et c'est un événement sur l'entrepreneuriat, sur le futur, l'innovation. Et donc c'est un signal, je crois, génial. Et nous, BPI France, on est super contents de participer à cette dynamique et peut-être d'essayer d'apporter modestement notre petite pierre avec des financements à cet édifice. C'est aussi l'occasion pour BPI France de montrer son soutien aux entrepreneurs français qui sont sur le continent. Alors c'est à la fois montrer notre soutien aux entrepreneurs français pour qu'ils comprennent mieux et ils investissent entre guillemets au sens, à tous les sens du terme, ce magnifique pays en plein devenir. Et puis aussi c'est un signal aussi à l'entrepreneuriat ivoirien que nous on est aussi des acteurs qui pouvons aider au financement des entrepreneurs français s'ils travaillent avec eux. Parce que on pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est la réussite des entrepreneurs français, c'est aussi la réussite des entreprises ivoiriennes. Et donc voilà, on pense qu'il y a un vrai, boucle positive qui est un peu l'énergie d'aujourd'hui d'ailleurs et qui s'incarne aujourd'hui et qui est le début d'une dynamique qu'on espère sur les années à venir. Mathias Leopoldi, vous êtes entrepreneur, donc Joulaya, qu'est-ce que vous faites chez Joulaya ? Alors, Joulaya, c'est une fintech et on propose aux entreprises ici ivoiriennes de pouvoir avoir accès à un compte en ligne pour faire les paiements sur les nouveaux portefeuilles qui sont proposés par les opérateurs téléphoniques, par les banques. Ça permet de payer les informels, donc ceux qui n'ont pas accès à des comptes bancaires, de payer à distance et de pouvoir faire des paiements à tout temps, à tout moment. Voilà ce qu'on fait. Justement, que BPI France puisse soutenir des entrepreneurs comme vous qui souhaitent investir, prendre des risques à l'international. Est-ce qu'on se sent plus fort justement d'avoir un acteur comme ça à ses côtés ? Tout à fait. Moi, ce que je peux dire, c'est que BPI France a vraiment très bien segmenté ses offres de produits. Et nous, on a bénéficié exactement dans l'ordre de ce que BPI France a produit, la bourse French Tech, le prêt R&D, etc. Et c'est un accompagnement qui à chaque fois nous a permis, avec nos autres acteurs du financement qu'on a mobilisés, nos business angels et les fonds, d'être accompagnés et de pouvoir aller chercher plus loin. Avec le prêt R&D, on a pu développer un module complémentaire qu'on n'aurait pas pu avant. Et bon là, et c'est grâce à la BPI et voilà. Moi j'aime beaucoup ce que fait Mathias et Joulaya parce que je trouve que c'est un peu l'incarnation de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est franco-africaine dans sa culture, dans sa façon de faire. Nous, on peut l'aider à financer en France sa R&D, mais ça finance l'ensemble de l'entreprise. Et puis, elle a une grosse présence en Côte d'Ivoire et en Afrique. Elle a des ambitions de transformation. Et là, encore une fois, en travaillant avec un certain nombre d'acteurs ivoiriens, on va pouvoir les aider. Donc voilà, c'est le meilleur des deux mondes et c'est la réussite des uns qui fait la réussite des autres. Alors justement, on est là pour connecter et inspirer des investisseurs et aussi des entrepreneurs. Comment est-ce que cette journée BPI France va compter pour les relations économiques entre le continent africain et la France ? Alors, moi, je pense que le nom de l'événement est super bien trouvé, hein. Inspire and Connect. Vous avez tous les acteurs de l'écosystème qui sont venus aujourd'hui
à la fois la Business France, la French Tech, mais aussi les acteurs ivoiriens, le CI20, etc., qui se sont formés. Et ce qu'on voit, l'énergie qui se dégage fait connaître un peu l'action de la BPI parce que ce n'est pas forcément connu ici. Et ça donne envie aux entrepreneurs, en tout cas moi je parlais avec eux, d'aller plus loin et de dire voilà, mais il nous faut une BPI dans tel pays, il nous faut une BPI dans tel pays. C'est vraiment très bien et on ne savait même pas que c'était possible en fait d'avoir une telle banque. Le mot de la fin, c'est possible partout. Voilà, il a tout dit Mathias. Moi je crois que c'est mot pour mot ce qu'a dit Mathias, c'est de l'énergie, de l'enthousiasme, l'envie d'aller plus loin en France et en Côte d'Ivoire. Et ça passe par du partage en fait. Et c'est là où on est content d'être passé de cette crise et de faire que cet événement, on reconstruise ce monde de demain. Et nous, on veut qu'il soit franco-africain parce qu'on pense que nos pays, au sens large, ont des histoires à raconter et des aventures à construire ensemble. Merci beaucoup, Jean-François Fournier et Mathias Léopoldi. Merci. Bonjour Mathieu Discours, vous êtes le directeur régional Golfe de Guinée de l'AFD. Merci d'être sur notre plateau. Ce matin, il y avait sur la scène Inspire des acteurs, des ministres, des acteurs de l'entrepreneuriat qui font bouger les lignes. Est-ce que ça vous a inspiré quelque chose ? Oui, ça m'a inspiré beaucoup de plaisir déjà de retrouver cet écosystème duquel on était un peu déconnecté à cause de la crise, y compris en Afrique. Et j'ai trouvé que l'événement avait une saveur particulière parce qu'il est vraiment tourné autour de l'entrepreneur. On a vraiment entendu des entrepreneurs, les partenaires étaient là, mais toujours en lien avec l'entrepreneur, avec des histoires communes, avec de la co-construction. Et de ce point de vue-là, je trouvais que c'est un événement très réussi et très inspirant. Alors, vous allez nous parler de l'initiative Choose Africa. Quelles sont ses ambitions et ses contours ? Alors, Choose Africa, c'est l'initiative française de soutien à l'entreprise africaine. Il a été lancé en novembre 2017 par le président Macron lors de son discours fondateur, on peut le dire, de Ouagadougou. Et donc, c'est une initiative qui vise à financer la PME africaine. Il y a des engagements de volume, 2,5 milliards d'euros, mais il y a aussi des engagements en termes d'instruments, notamment de mettre l'accent sur la prise de participation à hauteur d'1 milliard d'euros. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau parce que ça démontre que l'on fait confiance et que l'on est prêt à prendre du risque aux côtés des entrepreneurs africains. Donc c'est une initiative qui est portée par Proparco, qui est la filiale de l'AFD dédiée au secteur privé et qui se déploie dans tous les pays d'Afrique. Et là aussi, ça démontre, on va dire, une ambition complètement continentale de la France. C'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone. En fait, c'est l'entrepreneur africain qui est soutenu. Alors vous le disiez, elle a été initiée en novembre 2017 par le président Macron. Quel premier bilan on peut déjà faire des résultats qu'il y a pu avoir ? Alors le premier bilan, c'est que ça s'est très bien déployé. On a atteint les objectifs puisque la moitié des financements ont pu être mis en œuvre sous forme de lignes de crédit bancaire. Et il y a déjà 16 000 entreprises qui ont pu bénéficier de ces financements. Sur les fonds propres, c'est un petit peu moins en ligne, mais c'est assez logique parce que l'univers du capital risque est plus jeune et il y a moins d'acteurs et donc on contribue aussi à construire cet écosystème. Et peut-être dernier point, le dispositif s'est adapté puisque face à la crise, on a mis en place un nouveau Choose Africa Résilience, soutenu par les pouvoirs publics français avec des garanties qui permet de garantir jusqu'à 80% des prêts de banques en faveur d'entreprises qui font face à des difficultés. Merci beaucoup Mathieu Discours d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle suite de l'événement BPI France. Merci à vous, Merci. Avec plaisir.
Bonjour, Yasser Azedine, président directeur général de Sococé Côte d'Ivoire. Vous êtes accompagné par Pierre Carpentier, directeur général Afrique du groupe Duval. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Vous êtes des acteurs importants, chacun dans votre domaine, mais vous avez décidé de vous allier. Et de vous allier pour accéder à un domaine qui est déjà, on va le dire, plus ou moins couvert, mais vous le faites avec une spécificité, c'est l'assurance. Racontez-moi comment est née cette idée, ce rapprochement. Merci madame, bonjour. Oui, on est un groupe familial à l'origine et on a commencé à investir et rentrer dans le domaine de l'assurance il y a 6-7 ans. Et on a très bien développé, on est très content, on voit aussi le potentiel encore à faire en assurance qui est très très important. Et on a trouvé qu'il y a une très bonne aussi synergie avec le groupe Duval qui est un groupe aussi familial à l'origine. Et nous avons voulu faire quelque chose dans la microfinance et on a dit pourquoi ne pas le faire à deux. Donc, et du coup, vous êtes arrivé. Et voilà, c'est une histoire en fait qu'on écrit. On est au tout début du premier chapitre et c'est l'occasion pour nous d'en parler aujourd'hui. Alors nous, on est un groupe français, familial. Le cœur de notre métier, c'est la promotion immobilière. Donc évidemment, c'est naturel de faire de l'assurance, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir. Vous n'attendez pas dans les assurances non plus. Nous n'étions pas jusqu'à présent dans les assurances, mais ce qui nous intéresse dans ce métier, c'est pas seulement faire de l'assurance, c'est de faire de la micro-assurance et de la microfinance et de servir les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs africains. C'est ça l'histoire qu'on a envie d'écrire ensemble. Et après, c'est une histoire d'une rencontre avec un autre groupe, familial aussi, construit sur des valeurs très proches. Enfin, c'est vraiment étonnant à quel point on se ressemble. Et finalement, comme je dis souvent, on a tapé dans la main avant même de regarder quoi que ce soit, les chiffres. Ou, voilà, on a senti qu'il y avait quelque chose qui nous portait et qui nécessitait qu'on fasse cette alliance. La mixité, on l'a vu aujourd'hui, ça fait partie aussi des connexions qu'il y a durant cet événement-là. Comment est-ce que concrètement ça se traduit? Parce que sur le papier, ça peut être très séduisant, mais comment est-ce que concrètement, eh bien, on fait naître ce genre d'alliance? Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, parce que ça résonne beaucoup, mais... Comment est-ce que vous avez fait naître concrètement cette alliance? Parce que sur le papier, c'est souvent séduisant, mais après, il y a le défi de la réalité. Bon, il y a eu, je pense que nous, on est, comme je l'ai dit, un groupe familial à l'origine, mais avec le temps, on a ouvert aussi le capital de nos plusieurs sociétés. Et on sait se mélanger avec les autres. On a une culture aussi d'ouverture d'esprit. On est ouvert d'esprit. On se complète toujours aussi avec les autres. On a travaillé ici dans notre marché dans plusieurs secteurs. Et dans l'assurance aussi précisément, comme je viens de le dire, on a très bien réussi. On a trouvé que le groupe Duval est intéressé aussi à développer. Et avec la microfinance, on a dit pourquoi ne pas profiter aussi des expériences de deux groupes. Donc, pour compléter, c'est une des originalités, vous le disiez tout à l'heure, de ce qu'on est en train de construire dans ce groupe qui s'appelle FinAfrica. C'est de construire un réseau panafricain de compagnies d'assurance et d'institutions de microfinance, mais en fédérant des acteurs existants. On ne crée aucune société, on va trouver des partenaires, toujours des partenaires africains, qui viennent ajouter de la valeur et de l'innovation et des nouvelles bonnes idées dans le groupe qu'on est en train de constituer. Donc la force du groupe, c'est la force de toutes ces sociétés. Aujourd'hui, on a déjà 2 compagnies d'assurance dans ce réseau, 2 compagnies de microfinance, et d'ici la fin de l'année, on sera une dizaine quand même dans ce réseau panafricain. C'est une très très belle histoire qui s'écrit avec des rencontres. Et justement, cet événement BPI France, c'était l'occasion aussi pour vous de voir d'autres connexions et de montrer la vôtre. Peut-être qu'elle peut en inspirer d'autres. Cet événement, il arrive à point nommé pour nous, parce que c'est à la fois l'occasion d'élargir encore les réseaux, voire de retrouver plein de gens qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir, et puis effectivement de pouvoir présenter notre approche, faire un certain plaidoyer aussi, parce qu'on a un rôle de plaidoyer, et puis voilà, de venir apparaître enfin avec notre ami. Merci beaucoup à vous deux, messieurs, Pierre Carpentier et Yasser Azedine, d'avoir été sur ce plateau. Merci madame, je vous en prie.
Anne-Laure Kichel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice et la PDG de Global Sovereign Advisory. On va commencer par une question toute simple. Vous étiez sur la scène Inspire, vous êtes intervenu. Comment est-ce que vous avez perçu cette expérience ? Alors déjà, une grande joie d'être de retour à Abidjan, auquel je suis très attachée. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est de voir que venant d'horizons tout à fait différents, on avait finalement une grande convergence de points de vue, vraiment une importance forte pour la jeunesse et la nécessité d'agir vite. On voulait parler avec vous de la dette. Est-ce que, avant tout, c'est un frein ou une opportunité pour le continent ? Alors ce qui s'est passé, c'est que même avant la crise Covid, il y a eu une augmentation de la dette extrêmement forte qui a été connue en particulier par les pays africains. Et donc les pays africains abordent le Covid avec déjà des niveaux de dette plus importants. Alors si on s'arrête juste aux chiffres, on peut se dire oula, c'est une catastrophe, il ne faut surtout pas continuer à accumuler de la dette. Mais en fait, au lieu de regarder le stock de la dette et les montants de dette, il faut beaucoup plus regarder les intérêts et voir si ces intérêts-là sont soutenables et si en fait ils peuvent être repayés par les États. Et quoi qu'il en soit, il faut des marges de manœuvre pour qu'un pays puisse continuer à se développer. Alors bien sûr, il faudrait qu'il y ait des marges de manœuvre équilibrées entre des ressources fiscales et de la dette. Mais pour le moment, la dette est le premier moyen qu'il faut utiliser pour pouvoir se développer à grande vitesse. Et progressivement, il faudra faire une politique autour des ressources. Alors c'est quand même un environnement assez contraignant au final. Comment est-ce que le continent peut continuer de se développer ? Alors vous avez tout à fait raison, c'est un environnement très contraint et d'autant plus contraint que d'autres pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit d'autres pays émergents, ont pu faire appel à leurs banques centrales qui ont massivement injecté des liquidités dans l'économie. Or l'Afrique n'a pas ce luxe-là. Et donc quelque part, dans un moment où tout le monde accélère, il y a cette contrainte supplémentaire. Donc il faut quelque part se libérer des contraintes. Libérer des contraintes, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire mal gérer sa dette, ça ne veut pas dire faire des dépenses inconsidérées. Il faut par contre continuer à faire les dépenses essentielles, il faut les suivre, il faut les piloter, il faut voir leur efficacité et ne pas fléchir là-dessus, dans une cohérence d'une politique dont elle mènera des effets. Jamais saupoudrer des grandes choses, mais quelque chose de très cohérent. Alors on parlait de libérer le potentiel de l'Afrique, on en parle dans cet événement BPI et on le voit, on le sent, c'est du concret, mais qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour vous, dans le contexte que vous venez de décrire, pour libérer ce potentiel ? Alors, la première des choses qu'il faut libérer, c'est libérer l'entrepreneuriat. C'était vraiment, et c'est le thème de la journée. Et donc, pour faire ça, il faut donner les cadres juridiques pour permettre aux entrepreneurs d'entreprendre. Mais ça, c'est déjà fait ou c'est en train d'être fait. C'est surtout au niveau du financement qu'il faut vraiment travailler parce que pour le moment, les financements sont inappropriés pour la plupart vis-à-vis des entrepreneurs. Les banques sont frileuses et on peut aussi les comprendre. Elles doivent faire attention à leurs risques, mais les entrepreneurs ont besoin aussi de se lancer une première fois. Donc, c'est essentiellement autour de ça qu'il faut travailler. Tout comme aussi autour du capital humain parce qu'il n'y a pas assez d'adéquation entre les compétences qui sont recherchées par les entrepreneurs et les compétences qu'il y a dans un pays. Et ça, c'est un drame. Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes où il faut travailler, où il faut libérer les choses et il faut être très inventif et très imaginatif, peut-être non orthodoxe dans la manière de travailler, mais pour trouver des solutions pragmatiques. Et du coup, plusieurs acteurs peuvent l'être et doivent l'être finalement pour arriver à cette libération. Quelles sont les actions, selon vous, qui peuvent être menées à la fois par les Africains et les non-Africains ? Alors je vais commencer par le plus simple qui est le non africain. Clairement, c'est de ne pas mettre des ratios qui n'auraient pas de sens et de ne pas limiter la vitesse d'un continent qui doit avancer. Donc ça, c'est pour le FMI, la Banque mondiale et pour d'autres. Et donc il faut que certains dogmes tombent et changent. Et ça, c'est très important. Et pour les dirigeants africains, c'est vraiment de continuer cette mise en œuvre extrêmement rapide, de ne pas avoir peur par rapport à ces dogmes et d'avancer parce qu'ils savent qu'ils vont pour le bien des populations. Merci beaucoup Anne-Laure Kichel d'avoir été avec nous. Bonne suite. Les événements continuent autour de BPI France. Merci. Bonjour Yaya Silla, vous êtes le président et le CEO de SA Analytics. Comment est-ce que vous avez perçu tous les événements qu'il y a lors de cette journée entre Inspire et toutes ces connexions qu'il est possible de faire pour cet événement BPI France ? Et d'ailleurs, bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être là et surtout cet événement qui est pour moi une première et m'a permis déjà en termes de networking me connecter avec des outils tels que BPI France et Business France
pour pouvoir justement continuer d'exécuter la stratégie de SAR Analytique International qui est une expansion au niveau de la France et de l'Europe. Alors j'aimerais qu'on parle avec vous de la place de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui elle représente une attractivité pour le continent ? L'intelligence artificielle, en fait, pour moi, c'est un peu de marketing. Mais pour l'Afrique, ce côté que moi j'appelle un peu marketing devient une approche, un outil que l'Afrique doit profiter pour justement former ses cadres supérieurs et surtout au niveau de l'emploi, répondre aux problématiques de l'emploi. L'intelligence artificielle aura deux avantages pour nous. Le premier avantage, c'est déjà au niveau analytique, proposer des solutions à très forte valeur ajoutée pour les gouvernements et les entreprises privées. Et le deuxième point, justement, c'est la formation et former des cadres supérieurs sur des technologies avancées. Donc former des talents, avant tout, pour vous, c'est prioritaire. Et ça passe par quoi ? Pour moi, la formation est indispensable dans ce domaine. Et tout le monde est au même niveau. L'Afrique, l'Occident, au niveau de l'intelligence artificielle, on est tous au même niveau. Oui. Même niveau de départ. Donc si on forme, on serait peut-être plus en avance. Et c'est d'ailleurs la politique de SAR Analytique International pour aller après former même des équipes au niveau de l'Occident. Et justement, quel est le rôle des entreprises pour justement la formation de ces talents ? Est-ce qu'elles peuvent être, à quel point est-ce qu'elles peuvent être impliquées ? Les entreprises sont des piliers indispensables dans le processus de formation. Et je vais donner un exemple. Si je prends l'exemple de l'Université de technologie de Compiègne, que je connais très bien, et dans cette université, il y a un centre de transfert technologique qui est le pont entre le centre de formation et l'entreprise. Donc ça veut dire que les entreprises doivent pouvoir s'imprégner, s'impliquer dans le processus de formation et surtout soutenues par l'État. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, SAR Analytique International s'approche des écoles comme l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée et d'autres écoles pour pouvoir justement s'impliquer dans ce processus de formation. Et un petit mot de fin, donc finalement cet événement BPI a permis d'inspirer, de connecter, inspirer pour la formation, connecter pour les entreprises qui voudront vous suivre. Absolument, absolument. Ça a été une très très bonne opportunité justement pour pouvoir lier directement l'inspiration et faciliter la connexion. Donc, merci beaucoup Yaya Silla d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président et le CEO de SAR Analytics. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Jean-Thomas Lopez, vous êtes partenaire chez Ametis et vous êtes accompagné sur ce plateau par Nicolas Manardo, partenaire aussi chez Ametis. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de Inspire and Connect. Avant tout, j'aimerais connaître un petit peu plus ce que fait Ametis et quelles sont ses spécificités. Eh bien, écoutez, Ametis est un fonds d'investissement qui est dédié au continent africain. Il a été créé en 2012 et il dispose d'une capacité d'investissement d'environ 800 millions d'euros. Nous investissons dans des PME dont l'activité s'adresse aux consommateurs africains, par exemple le secteur de la santé, de la distribution de biens de consommation, les services financiers. Et donc ces entreprises bénéficient de la croissance de la population urbaine et de l'émergence de la classe moyenne. Voilà, nos prises de participation peuvent aller entre 5 et 40 millions d'euros, ce sont des positions minoritaires dans des entreprises familiales en transition que nous accompagnons vers le prochain stade de croissance. Et justement, quelles sont par exemple les opérations emblématiques que Ametis a pu accompagner ? Je peux vous en citer deux en Côte d'Ivoire par exemple. On pourrait parler de Novamed, qui est le premier groupe de santé privée en Afrique de l'Ouest. Nous avons investi en 2015.
Il s'agit donc on les a accompagnés dans leur stratégie d'expansion avec de nouvelles acquisitions, des recrutements et un soutien à la levée de fonds. Aujourd'hui, Novamed, c'est 7 cliniques, 2 centres de diagnostic, 200 000 patients traités par jour, 300 lits d'hôpitaux, 300 médecins, 700 paramédicaux. Voilà ce que c'est que le premier groupe de santé privé en Afrique de l'Ouest. De beaux accompagnements. Nicolas Manardo, il y a un nouveau développement, notamment celui des PME européennes que vous accompagnez. Quelle place elles ont chez Ametis? Alors tout à fait. En 2021, Ametis a décidé de lancer une nouvelle stratégie visant à accompagner les PME européennes qui veulent se projeter sur le continent africain. On est parti du constat qui est celui qui a été partagé aujourd'hui durant cet événement organisé par BPI France, du fait que la reprise économique en Europe, elle doit passer par le développement sur le continent africain, que ce soit en export, en import, en implantation locale, en sous-traitance, et avec des liens à resserrer. À ce titre, on a levé un nouveau véhicule d'investissement qui vise à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans des entreprises européennes et françaises, afin de les aider à se projeter en s'appuyant sur les forces d'Ametis, c'est-à-dire une équipe de près de 40 professionnels avec des bureaux à Paris et à Luxembourg en Europe, mais surtout à Casablanca, à Abidjan, à Nairobi et bientôt au Caire, avec un accompagnement personnalisé dans chacune de ces géographies pour accélérer la croissance des entreprises françaises et bénéficier de toutes les méga tendances dont on a pu parler pendant toute la journée, de croissance démographique, d'urbanisation, de besoins d'infrastructures, de besoins de digital, de besoins de services, de besoins d'industrie, dans les deux sens, de la France et de l'Europe vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe. Ametis est une équipe spécialiste de l'Afrique depuis très longtemps, et avant d'être chez Ametis il y a 10 ans, Jean-Thomas et nos associés travaillaient sur le continent depuis très longtemps, et on a mis sur pied une équipe de spécialistes du capital investissement qui travaille en Europe depuis 20 ans pour essayer d'apporter le meilleur des deux mondes. Alors ces connexions, elles vont, vous le disiez, dans les deux sens, à la fois de l'Afrique vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique. Comment est-ce qu'aujourd'hui on rassure des investisseurs qui ont envie de prendre des risques mais qui se demandent encore un petit peu le continent africain, est-ce que quand je vois l'actualité, quand je vois l'environnement, comment est-ce que je n'ai pas peur? Comment est-ce que j'ose entreprendre, j'ose investir? Je pense qu'en fait, la première chose, c'est de montrer que Ametis a des exemples, a fait plus de 25 opérations en Afrique qui se passent bien. Et l'essentiel des opérations se passe bien. Donc c'est la preuve par l'exemple, avec des entrepreneurs qui parlent à des entrepreneurs. La deuxième chose, c'est que de manière parfaitement objective, et le ministre de l'économie ce matin a insisté dessus, la note Doing Business de la Côte d'Ivoire, par exemple, ne cesse de monter et progresse chaque jour. Et donc en fait, c'est réconcilier le risque perçu du risque réel. Réconcilier des connexions du nord au sud, du sud au nord, le mot de la fin. Absolument. Et je pense que ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est que les entreprises en Afrique sont extrêmement résilientes et que cette résilience est assez méconnue en Europe. Donc voilà. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau, et je vous souhaite une belle suite de l'événement BPI France. Merci madame.